Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme promis pour la review de Clash of Champions, donc qui a eu lieu dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi. Donc on va débriefer ce pay-per-view, le dernier de l'année, donc il fallait en profiter, puisque on va plus voir de pay-per-view avant un gros mois, et le Royal Rumble. Donc là on arrive dans la période des fêtes, donc faut bien en profiter et un peu décompresser après une grosse année de catch. Et donc on va parler donc de tous les matchs. On va commencer donc par le kick-off, on va aller dans l'ordre bien entendu comme d'habitude, avec Mojo Rawley qui affrontait Zack Ryder donc dans ce kick-off. Alors franchement on va pas épiloguer, comme prévu, Mojo Rawley s'est imposé dans un combat assez rapide, de seulement 7 minutes, donc un match vraiment très classique de kick-off. Rien d'autre à dire de plus sur la qualité du match. Voilà, on a vu un Zack Ryder déjà vindicatif dès le début, il lui est rentré dans l'art, ce qui est logique, après le heel turn de Mojo. Mojo a pas mal provoqué Zack Ryder aussi, en lui disant alors il est où ton killer instinct, ton instinct de tueur, il est où? Il l'a pas mal provoqué. C'est tout ce que tu as. Et Zack Ryder a essayé quand même de réagir. Il a même porté 2 fois je crois Sabrowski boot, mais au final Mojo Rawley s'impose avec son forearm, son coup d'avant-bras porté derrière la nuque, derrière le crâne, bien porté, on va dire assez violemment, et s'impose donc en seulement 7 minutes. Donc pas grand chose à dire de ce match, qui vaut seulement pour moi la note de 4,5 sur 10. Allez, je pourrais même donner 5 au maximum, mais ça vaut pas plus, c'est vraiment un match très 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 moyen. On pouvait pas vraiment dire mieux, de toute façon, quand on voit Mojo Rawley sur un ring, c'est quand même pas la sécurité sociale, on peut le dire. C'est quand même pas le gage d'un combat de qualité lorsqu'on le voit évoluer, et je me demande vraiment ce qu'ils vont bien pouvoir faire avec lui. Et à noter aussi que forcément avec ce heel turn, on pouvait s'attendre à un nouveau thème musical pour lui, et effectivement on l'a eu, et c'était absolument affreux, mais vraiment affreux, ce thème musical. Je vous invite à le réécouter, si vous l'avez pas encore écouté. C'est une grosse daube. Là franchement ils ont fait très fort, la WWE, en ce qui concerne le thème musical de Mojo. C'est vraiment absolument dégueulasse, mais vraiment dégueulasse. Bref, on va passer tout de suite à la carte principale avec donc l'opener de ce pay-per-view. Ce sera donc pour le titre US, triple threat match entre Baron Corbin, Bobby Roode et Dolph Ziggler. Un choix, on va dire, relativement logique, j'ai envie de dire. Pour moi, il y avait que 2 choix possibles. C'était soit ce match-là, le titre US, soit le match par équipe. J'aurais donné plutôt mon choix vers le match par équipe Fatal 4-Way, parce que je trouvais que c'était le meilleur moyen d'ouvrir le show, puisque c'est quand même un match qui s'annonce sur le papier en tout cas comme un match super enlevé, l'idéal pour ouvrir un show. Donc je pensais plus à ce match-là. Et en deuxième position, j'aurais donné le titre US. Finalement ils ont opté pour le titre US. Peut-être qu'ils voulaient plutôt se réserver le match, le 4-way un peu plus tard, pour ne pas se taper un creux durant un gros creux pendant le pay-per-view. C'est un choix qui se vaut, on va dire, pourquoi pas. Voilà. Alors à noter que Dolph Ziggler est arrivé cette fois-ci avec à nouveau son nouveau thème, si on peut dire, parce que c'était un no thème, puisque dans le dernier SmackDown on avait retrouvé sa musique intégrale. Donc du coup à ce moment-là je m'étais dit que finalement ils avaient abandonné sa nouvelle gimmick, qui en avait marre des entrées de tout le monde là, et finalement ils l'ont remis comme avant, sans la musique. Donc j'ai été un peu interpellé par ça. Bon, c'est qu'un détail, mais voilà, il fallait quand même le noter. Alors à noter que l'homme à abattre, là c'était évident, c'était Baron Corbin, d'entrée de match.
Bobby Roode et Dolph Ziggler s'en sont pris à lui et l'ont dégagé par-dessus la barrière à l'extérieur du ring, et ils ont commencé tous les deux à s'affronter et à tenter déjà de remporter la victoire. Bon, ça n'a rien donné. Corbin est vite revenu dans le match. Il s'est imposé comme le big man, hein, logique. Donc l'homme à abattre, comme je vous disais. Il y a eu des petits problèmes de rythme, hein, c'est souvent le problème avec Corbin. Il y a eu des near falls, il y a eu pas mal de tentatives. Des tentatives de Glorious DDT qui n'ont pas fonctionné dans un premier temps. Et finalement, alors ce qui s'est passé, c'est que du coup, on a eu une tentative de Glorious DDT de la part de Roode sur Ziggler qui est réussie. Et à ce moment-là, Corbin arrive à tirer Roode à l'extérieur et lui porter à l'extérieur du ring un shock slam backbreaker. Donc à ce moment-là, moi personnellement, je me suis dit bon il a annihilé Bobby Roode à l'extérieur, il va tenter en profiter pour porter le pin sur Ziggler, hein, qui était inanimé au sol. Et en fait, pas du tout. C'est peut-être une erreur d'ailleurs. Il relève au lieu de ça Bobby Roode, il le remet dans le ring pour tenter un End of Days. Et là, par surprise, Dolph Ziggler arrive et avec un très bel enchaînement porte un zigzag sur Corbin qui était en train de porter son End of Days et s'impose, et oui, nouveau champion Dolph Ziggler. C'est l'énorme sensation, l'énorme surprise. Là, il faut le dire, j'ai le droit de me planter sur les pronostics. Et je le reconnais, je me suis absolument planté en beauté. C'était l'énorme cote, et je pense que c'est presque un troll de la part de la WWE, parce il faut reconnaître, on est de nombreux fans à avoir dit que Ziggler était là pour prendre le pin. Forcément, tout le monde s'est dit ça. Et en fait, pas du tout. On partait sur un Ziggler avec une nouvelle défaite, avec une suite de carrière assez chaotique et incertaine. On se demandait ce qui allait se passer après ce match. Et finalement, on l'a relancé sa carrière. Finalement, à force de chouiner, ça a fonctionné. On a un nouveau champion. Donc Ziggler récupère cette ceinture qu'il connaît bien, hein, qu'il avait déjà eu. C'est une énorme surprise. Pour entamer ce show, c'est assez surprenant. Et voilà, que dire de plus? Alors ça peut relancer sa carrière, ça peut donner quelque chose, on verra ce que ça donne. Du coup forcément il va y avoir un rematch derrière. Corbin va vouloir son rematch. Bobby Roode va aussi avoir son mot à dire, bien entendu. En ce qui concerne le match, bon, il a duré 12 minutes. C'était un triple threat, on va dire correct, mais rien d'exceptionnel non plus, hein. Il y a eu 2-3 near falls, il y a eu évidemment la traditionnelle tour infernale de la part de Corbin, hein, qui a apporté directement cette tour directement sur les deux autres. Bon, ça c'est le spot traditionnel de triple threat, hein, ça c'est normal. Il y a eu cette combinaison finale avec ce zigzag qui annihile le End of Days. Voilà, c'était le shock slam backbreaker, que j'aime bien cette prise. Voilà, c'était à peu près les 2-3 bons mouvements du match. Mais après, ça n'en fait pas un match exceptionnel. Ça aura fait son petit rôle. Ça aura rempli son petit rôle d'opener. Donc, je donne la note de 6 sur 10. Hein, note correcte, vraiment, mais sans plus. Hein. Genre, je vais pas m'enthousiasmer pour ce match. Et qu'il y a quand même eu un gros upset, hein, pour démarrer ce show. Mais c'est sûr que c'est assez étonnant, puisque Dolph Ziggler n'a même pas été intégré dans la feud depuis le début. Il est arrivé from out of nowhere. Le mec, il était pas du tout présent dans l'histoire. Il arrive comme ça et paf, il prend la ceinture. C'est un peu à l'image de la réaction de Corbin d'après-match, ça qu'on a vu. Hein. Il a considéré que Ziggler lui avait volé le titre. Et c'est vrai que la façon dont c'est booké, on se dit mais que vient faire Ziggler dans cette histoire? Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner et quelles vont être les suites. Suite à cet énorme upset. Match suivant. Match championnat par équipe, donc justement c'était l'autre match, hein, que j'avais hésité avec celui-là pour l'opener. C'est le match donc Fatal 4-Way par équipe entre les Usos, les champions, les New Day, Shelton, Benjamin et Chad Gable, et le Rusev Day, on va dire, Rusev et Aiden English, qui ont d'ailleurs sont arrivés en premier sur le ring, et ils ont été vraiment super acclamés par le public. Ça a été une belle surprise, hein. Le Rusev Day vraiment over de chez over, c'est très étonnant, une grosse pop
vraiment une grosse pop, et ça pourrait être une équipe intéressante à voir sur le sur le court moyen terme. On faudra voir. En tout cas, ça a l'air de bien plaire au public. En ce qui concerne le match, il a duré finalement autant que le précédent, c'est-à-dire une douzaine de minutes. Alors évidemment, comme prévu, c'était un gros bordel. Beaucoup d'hommes sur le ring. Tout était possible, c'était un Fatal 4-Way bien sûr. Donc pas mal de spots. Ça allait vraiment dans tous les sens. J'ai eu un peu de mal moi avec la visibilité des choses. Je ne savais vraiment plus qui était l'homme légal et qui c'était un peu compliqué. J'ai quand même pas trop aimé la bonne partie du match parce que c'était beaucoup trop illisible pour moi. Beaucoup trop d'hommes sur le ring et du coup j'ai eu du mal à prendre plaisir au match. Et finalement, j'ai un peu plus aimé les 3-4 dernières minutes, à partir du moment où Rousseff, acclamé pour le public, est arrivé sur le ring et a porté 2 accolades. Il y en a une sur Chad Gable, et puis il y en a une sur Biggie. Ça n'a rien donné, ça a été un moment un peu suspense, puisque j'attendais l'intervention extérieure, mais personne n'arrivait. Donc je me suis dit peut-être que le gars va abandonner, et puis ça n'arrivait pas. Et puis finalement Biggie il s'en est sorti, et après Chad Gable a eu son moment, il a porté plusieurs German suplex sur plusieurs hommes, il a eu un petit moment lutte gréco-romaine qui était plutôt sympathique à voir, et après finalement les Usos sont tous les deux revenus et s'en sont pris à Chad Gable avec un double kick sur sa face et puis un gros splash pour la victoire finale donc des Usos. Donc là, pas de surprise, c'était mon pronostic. Conservation des titres par les Usos. Donc comme je vous disais, une équipe Rousseff et English qu'on aimerait voir un peu plus. On va voir ce que ça donne. Ça pourrait être les futurs challengers numéro 1, puisque, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo pronostic, Rousseff et English avaient gagné contre les Usos dans le dernier SmackDown. Donc ça pouvait être un indice selon lequel Rousseff et English ne devraient pas gagner ce match ce soir, enfin en tout cas dans Clash of Champions, mais que au contraire les Usos devraient conserver, ce qui permettrait justement d'avoir un match entre les deux équipes un peu plus tard, donc peut-être ce soir à SmackDown, sait-on jamais. Donc c'est bien ce que je disais. Donc les Usos ont conservé leur titre et possiblement que Rousseff et English seraient les mieux placés pour comme challenger numéro 1 par rapport à la victoire de mardi dernier. En ce qui concerne donc l'évaluation du match, je vous l'ai dit, j'ai été déçu par ce gros bordel général qui m'a un peu déconcentré, on va dire. J'ai eu du mal à me concentrer sur ce match à cause de tout ça. Ils ont voulu évidemment en faire un peu trop avec tous ces spots, ce bordel général, un peu pour provoquer un peu facilement les This is Awesome du public. Voilà, j'ai surtout aimé plus la fin, les 3-4 minutes, mais évidemment sur un match de 12 minutes, j'ai été déçu. Franchement, je vous l'avais annoncé comme étant le match de la soirée à coup sûr, et à l'heure qu'il est, en tout cas, je n'ai pas encore vu les autres matchs, mais là, à ce moment-là, ce n'est pas un match, à mon avis, qui va partir pour être le match de la soirée, parce que je suis très déçu par ce match. Un peu court aussi, 12 minutes, ça méritait bien un bon 15-20 minutes, et c'est très décevant, et je ne donnerai également que la note de 6 sur 10, comme le match précédent. On pouvait vraiment faire beaucoup mieux dans ce match. Les New Day ont été très discrets. On a eu un peu plus donc les Rousseff Day qui étaient over. Les Usos, on les a vus par intermittence aussi. Ils sont arrivés bien sûr au bon moment pour finaliser la chose. Benjamin a eu son belly to belly de la 3ème corde qui a été sympa. Mais c'est tout quoi. Et Gable a eu ses petits moments avec Seth German. Mais on a essayé de donner un petit peu de spot aux uns et aux autres. Les New Day sont un peu plus effacés quand même. J'ai remarqué que les New Day étaient quand même plus effacés. On les a pas eu trop à l'honneur. Il y a eu une tentative de Midnight Hour sur Rousseff, mais ça n'a pas fonctionné. Voilà, on va passer donc au match suivant.
Match championnat féminin avec des Lumberjacks, des Lumberjacks normalement, mais bon, ils préfèrent masculiniser la chose, alors si vous voulez. Charlotte contre Natalya dans une bouillie de 10 minutes, une véritable bouillie, avec évidemment du crépage de chignon à l'extérieur, comme prévu, Naomi qui plonge sur tout le monde, allez, tout le monde par terre, Charlotte qui arrive, son moonsault à l'extérieur, this is awesome, une tentative de catch de Carmella pendant le match, évidemment, personne ne l'a autorisé à le faire. Un petit teasing, on va dire. Et puis, tentative de sharpshooter de la part de Natalya, mais sans succès. Charlotte a réussi à s'en sortir en prenant les cordes. Et finalement, une fois que toutes les filles étaient à l'extérieur, dans la bouillie générale, Charlotte s'en sort avec un figure 8, après avoir contré un nouveau sharpshooter. Un figure 8 pour la victoire, absolument sans surprise. Donc, en 10 petites minutes, victoire de Charlotte qui conserve son titre. Avec une petite promo de heel de Natalya qui a bien repris le fait que le public lui avait tourné le dos, donc elle fait de même avec eux. On a cru, on pouvait croire à une retraite, à une annonce de retraite, mais elle ne l'a pas fait, mais ça pourrait peut-être se faire ce soir, qui sait. Voilà, comme je vous le disais, une bouillie quoi, match sans véritable intérêt. Les Lumberjacks, c'était vraiment fait pour le folklore. Franchement, il n'y a pas eu grand chose à espérer de ça. Ça n'a pas servi à grand chose. Puis quand on voit Lana frapper dans le dos Sarah Logan qui n'en a absolument rien à faire, qui ne réplique pas. Bref, il n'y a aucune cohérence. En gros, c'était tout le monde contre Charlotte à l'extérieur, mais à un moment donné, quand même, le Carmella, Lana, Tamina ont finalement tapé les Ruby Riot, les Riot Squad, pardon. Mais donc ça finit par se taper dessus, mais il n'y avait plus aucune cohérence, on n'y comprenait rien, c'était le gros bordel à l'extérieur. Et le match était vraiment très très faiblard, pas grand chose à dire de plus. Donc un 5 sur 10 pour ce match, vraiment à chier. Allez, on va passer maintenant au match suivant. Les Bludgeon Brothers contre Fandango et Tyler Breezango. Est-ce qu'il faut noter ce match? Est-ce qu'il faut... Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un squash pur et simple. Est-ce qu'il faut s'en étonner? Non, évidemment. Est-ce que je vais m'en plaindre? Pas vraiment, parce que... Alors évidemment, un squash dans un pay-per-view, bon, ça fait rarement plaisir. Mais en même temps, c'est logique. Ce sont des destructeurs. Ce sont leurs débuts en pay-per-view. Donc il faut marquer le coup. Donc forcément, il faut une destruction pure et simple. C'est ce qu'ils auraient d'ailleurs dû faire avec Asuka, mais qu'ils n'ont pas fait malheureusement. Bref, fin de la parenthèse. Voilà, c'était une destruction et il fallait le faire. Ça a duré que 2 minutes. Voilà, il y a eu une toute petite tentative de Breezango au début. Mais voilà, évidemment, ça n'a pas tenu. Tyler Breeze s'est pris une grosse rhinoplastie, là, comme ils ont dit aux commentaires. Une rhinoplastie sur l'éperon du ring. Fandango était seul sur le ring. Et puis, voilà, sit-out powerbomb de la part de Harper. Et le double crucifix bomb pour terminer en 2 minutes. Victoire des Bludgeon Brothers avec une petite promo. Le début de la fin du début. Harper, Rowan, Bludgeon Brothers. Voilà, bon, c'était une petite promo là pour bien se présenter à nouveau, pour montrer qu'ils vont représenter la peur, la souffrance. Et voilà quoi. On va voir ce que ça va donner, Avec Rusev English en plus, ça donne vraiment du sang neuf. Et c'est pas mal, je trouve, ce qui se passe du côté du roster par équipe de SmackDown. Moi je demande à voir, mais il y a de bonnes choses à vivre dans les mois à venir, enfin en tout cas je l'espère, vu que l'année 2017 aura été marquée quand même par un renouveau du côté du roster par équipe, donc c'est bien et il faut continuer là-dessus, et c'est ce qu'ils ont l'air en tout cas de vouloir faire. Quant à Breezango, voilà quoi, les Fashion Fights, ils vont plus exister que par les Fashion Fights, j'ai l'impression, parce que sur le ring c'est plus rien quoi. C'est plus rien, c'est du comedy wrestling et c'est tout quoi. Voilà.
Voilà ce qu'on peut dire. Donc, 2 sur 10 quoi. 2 sur 10, je peux pas donner plus, hein. Mais c'est normal, c'est la loi du truc quoi. On peut pas donner une note supérieure, mais c'est un squash, mais il fallait le faire. Match suivant. Celui qui aurait dû être le main event, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait ça. C'était le pay-per-view, tout le pay-per-view tournait autour de cette feud qui était quand même le gros build-up de toutes ces dernières semaines. C'est le match entre Kevin Owens et Sami Zayn face à Shinsuke Nakamura et Randy Orton avec 2 arbitres spéciaux, Daniel Bryan et Shane McMahon. Je ne comprends pas ce qu'ils ont fait. Ça aurait dû être le main event, ils ne l'ont pas fait. C'est incompréhensible de ne pas l'avoir mis dans le main event. Alors, le match a été quand même beaucoup trop long à mon goût. Il a duré 21 minutes de bouillie encore. De toute façon, c'était un peu le maître mot. Hein. Dans ce pay-per-view, il y a eu beaucoup trop de personnes dans tous les matchs à peu près. Finalement il y a eu que le kick-off où il y a eu qu'un seul homme 1 versus 1. Les autres, il y avait du monde partout. Et ça a été un peu pareil avec 2 arbitres, évidemment qui se foutaient les pieds dans le tapis forcément. Il y en avait un en trop. Donc évidemment, il y a eu des comptes simultanés qui étaient pas coordonnés. Donc forcément, ça a foutu la merde entre les 2 arbitres. Après, ils sont enfin décidés, et finalement c'était Shane qui avait décidé, qui s'occupait finalement du compte, donc Bryan arrêtait de le faire. Et puis finalement, ça a changé, c'est devenu plus sectorisé. Donc les tombées se faisaient par l'arbitre qui était le plus près de l'action. Et pour moi, c'était, je pense, la meilleure chose à faire. Donc ils l'ont fait comme ça par la suite. Et évidemment, c'est monté un peu en dramaturgie. On a attendu, finalement c'est tout ce que tout le monde attendait. Tout le monde attendait de voir comment ça allait être scénarisé, et comment est-ce que ça allait partir en couille. Et ils l'ont fait au moment où Randy Orton porte un RKO sur Sami Zayn, fait le tomber, sauf que Kevin Owens arrive et fout un espèce de coup d'épaule, coup de bélier à Daniel Bryan, qui retombe du coup sur le dos, directement sur Shane McMahon, ce qui empêche le compte de 3 de se faire. Donc là, c'est là que ça commence à se friter entre Shane et Daniel Bryan. Randy Orton est bien sûr n'est pas content et le fait savoir avec un nouveau RKO porté sur Kevin Owens qui ressort directement du ring. Et après, ça en est suivi une série de petits paquets entre Orton et Zayn, hein, avec un coup Daniel Bryan, un coup Shane McMahon qui portait le tombé. Ça se terminait toujours à 2. Et enfin, nouvelle tentative de RKO, mais contrée par Sami Zayn, et qui porte un petit paquet. Mais cette fois-ci, Shane McMahon stoppe son compte à 2, donc il garde son bras levé pour un peu troller et un peu se venger en quelque sorte du fait que Bryan avait empêché finalement son compte de se faire, ce qui aurait donné la victoire à Orton. Et du coup là il empêche Zayn de le faire, donc en empêchant son compte. Donc c'est un nouveau fritage, un peu, ça devient tendu, ça se repousse entre Bryan et Shane McMahon. Et finalement, nouvelle tentative de RKO de la part de Orton, Sami Zayn qui contre avec un petit paquet, c'est un peu comme tout à l'heure finalement. Et cette fois-ci, Daniel Bryan en profite avec un fast count, 1, 2, 3, hop, terminé. Et Shane McMahon n'a pas le temps d'empêcher ça. Et du coup, victoire, absolument bien entendu, sans surprise, de Kevin Owens et de Sami Zayn, qui donc sauvent leur tête à la WWE. Et alors, il faudra attendre bien sûr les développements ce soir à SmackDown, mais il semblerait que finalement le heel turn qu'on attendait se ferait plutôt du côté de Daniel Bryan, hein, forcément, puisque c'est lui qui a porté le fast count, alors que a priori Daniel Bryan n'était pas trop un pro Kevin Owens et Sami Zayn. Il a pas montré grand chose, il a voulu montrer de la neutralité surtout. Donc ils l'ont fait comme ça. Moi je vous avais dit que je le voyais plus du côté de Shane McMahon, ce heel turn. Surtout que depuis le début on nous vendait un Kevin Owens et un Sami Zayn anti-Shane, Shane qui privait à chaque fois Kevin Owens de toutes ses opportunités, qui lui brisait son rêve à chaque fois, on l'a vu sur les derniers pay-per-view. Donc tout était booké pour que ce soit vraiment Shane l'homme à abattre, le rival, l'ennemi de Kevin Owens et Sami Zayn. Donc c'est pour ça que pour moi je voyais plus une surprise, et du coup avec Shane qui permettait aux deux de l'emporter. Finalement ils sont partis plus du côté de Daniel Bryan.
Alors ça va faire bizarre, hein, parce que s'il devient heel, waouh, Daniel Bryan qui pourtant est hyper populaire, s'il devient heel, ça va faire bizarre. Je le voyais pas comme ça, alors que Shane c'était beaucoup plus facile de le remettre heel, hein, il l'avait déjà été dans le passé. Hein. Et ça va faire bizarre de revoir Bryan heel. Bon, c'est à confirmer, mais a priori il va l'être, hein, puisque voilà, c'est lui qui porte ce fast count. Et je vous l'avais dit d'ailleurs que je vous avais parlé d'un fast count, hein, dans ma vidéo pronostic. Ils l'ont fait. Donc on va attendre les développements. En ce qui concerne le match, j'ai du mal à lui donner une note correcte. Hein. Je lui donne la note de 5,5 sur 10 parce que c'était beaucoup trop long. 20 minutes là-dessus, c'est beaucoup trop long. Et tout reposait, on le savait, sur les deux arbitres. Savoir comment ils allaient s'entendre, comment ça allait se passer, forcément sur les tombées. Est-ce que les tombées allaient se faire simultanément l'un après, ou alors s'ils désignaient l'un des deux. Et on a eu un peu de tout finalement, hein. On a eu un peu toutes les combinaisons. Et ça m'a un peu gavé tout ça. Et puis on savait de toute façon que tout allait jouer sur les arbitres. On savait que le scénario allait se jouer là-dessus. On connaissait le résultat d'avance. Et en plus, un énorme big up à la WWE. Hein, parce que si vous avez regardé le kick-off, on a vu plusieurs fois des promos pour le futur Mixed Match. Le Mixed Match Challenge, excusez-moi, c'est pas facile à dire, qui va avoir lieu le 16 janvier sur Facebook, et on a revu la gueule de Sami Zayn. Donc comme je vous avais dit dans ma vidéo pronostic, on le savait de toute façon d'avance que Kevin Owens et Sami Zayn allaient s'imposer, puisque forcément Sami Zayn allait participer au tournoi mixte. Donc bravo à la WWE de nous avoir spoilé le résultat dès le kick-off. C'est fabuleux, vraiment fabuleux. Et en plus, ils ont rajouté une couche, puisque après le match, on a revu une bande-annonce pour le Mixed Match Challenge. Je vais avoir du mal à le dire. Je crois que je vais l'appeler le MMC, ça va être beaucoup plus facile. Bref, voilà, 5,5. Match qui était pas agréable à voir. Beaucoup trop de bouillie encore. C'est à nouveau, hein, c'est de la bouillie. C'était comme les femmes. C'était pas fluide pour moi, et on n'a pas vu un Nakamura dégueulasse. Je pense qu'on l'a quand même plutôt bien mis en valeur, je trouve, c'est déjà ça. Orton a rapporté ses RKO, mais en dehors de ça il n'aura pas fait grand chose. Il y aura eu un bon petit spot, on va dire, avec Kevin Owens qui porte un gros frog splash sur la table des commentateurs sur Nakamura. Donc voilà, c'était on va dire le meilleur moment du match. Et à ce moment là d'ailleurs, il y aurait pu avoir des décomptes à l'extérieur, mais évidemment les deux arbitres sont restés à l'extérieur aussi, ils n'ont pas fait de décompte, hein. Ça aussi c'est un peu... Ils n'ont pas vraiment joué les arbitres à plein tube, hein. Là ils ont pris un peu de liberté à ce niveau là, on peut le dire aussi. Et puis voilà, et puis le bordel final, hein, forcément, le bordel final, la petite surprise, le turn, et hop, terminé. Voilà, j'ai pas envie d'en dire plus, c'était pas un grand match, c'était surtout du spectacle, et tout reposait autour des deux larrons, des deux arbitres, et bien sûr, tant mieux pour Kevin Owens et Sami Zayn. Du coup, c'est ce que je m'étais dit avant le match, le fait d'avoir un peu entamé ce yep movement là, avec Daniel Bryan, je me suis dit peut-être que justement ils allaient peut-être faire tourner Bryan à cause de ça, et que du coup, on allait peut-être avoir le yep movement qui allait prendre un peu de l'ampleur. Donc c'est peut-être ce qui va arriver du coup, avec l'addition, si on peut dire, de Daniel Bryan, qui va du coup se retourner et contre Shane, et puis surtout s'allier à Kevin Owens et Sami Zayn. Donc j'ai hâte de voir le show de tout à l'heure, de ce soir. On va passer maintenant au main event de la soirée, le match tant attendu, match de championnat de la WWE entre AJ Styles et le modern day Maharaja Jinder Mahal. Un long match, hein, en tout cas. Quand je voyais le temps qui restait, je me suis dit, mince, alors, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Est-ce qu'il va y avoir une surprise? Est-ce qu'il va y avoir une intervention des Singh Brothers qui vont tourner à nouveau contre Jinder Mahal? J'étais surpris. Et en fait, non, on a eu un long match de 23 minutes. Ça a été le match le plus long de la soirée. Et étonnamment, Jinder Mahal a nettement dominé ce match, il faut le dire. Et Styles n'a pas autant brillé que d'habitude. Alors certes, il est resté quand même phénoménal, hein, on est d'accord. Il est toujours aussi bon, mais moins flamboyant qu'à l'accoutumée, il faut le reconnaître. Mais aussi parce que on a vu un Jinder Mahal, moi je crois que
personnellement, je pense que c'est le meilleur match de G-Normal depuis son fameux run, quoi. Depuis qu'il est pushé de ouf, depuis de nombreux mois. Je pense que c'est son meilleur match. Vraiment. Vraiment. Et évidemment, l'adversaire, n'y est pas étranger, évidemment. Quand on a eu Randy Orton, quand on a eu Nakamura, ça n'a pas donné la même chose. Mais quand c'est AJ Styles, là, c'est une autre paire de manches. Et là, G-Normal, vraiment, c'est sublimé. Et tout a tourné autour des côtes de Styles. Hein. Il a vendu une blessure aux côtes. Hein. Il a été projeté contre une barricade. Après laquelle il s'était agrippé en arrachant la protection, hein, Styles. Et du coup, G-Normal a capitalisé là-dessus en projetant donc violemment Styles par-dessus la barricade, et les côtes ont bien morflé sur ce coup-là, et ça a été un peu le fil rouge de ce match, avec notamment un joli gutbuster aussi, et des prises assez étonnantes hein, de la part de Mahal. On a vu aussi un Samoan Drop par exemple, un super kick, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir avec Mahal, pardon. Côté Singh Brothers, vraiment, en plus au vu des derniers SmackDown, on voyait quand même pas mal les Singh Brothers, et j'avais peur qu'ils aient une interaction, qu'ils aient leur influence sur la fin du match. Et finalement, pas tant que ça, puisqu'on l'a juste vu tirer Mahal par les pieds pour empêcher le tombé de se faire. L'arbitre d'ailleurs aurait pu très bien les virer, ce qu'il n'a pas fait. Et du coup, Styles en a profité derrière, il s'est vengé en portant un Styles Clash sur l'un des deux Singh Brothers. L'autre, on ne l'a pas vu. Et du coup, le match a continué comme ça. Et finalement, c'est le seul fait d'armes qu'on a pu relever du côté des Singh Brothers, ce qui n'est pas plus mal. Donc on a vraiment eu un match d'hommes. Et un Mahal qui a vraiment dominé le match, il faut le dire, et qui a été très solide. Vraiment très solide. A vraiment un bon match un bon match de challenger, quoi. Un bon match de challenger heel. Il a vraiment tout donné. Il a même porté son kalash, mais l'arbitre a été quand même assez lent sur le décompte, donc on se doutait que ça n'allait pas suffire. Et au final, après plusieurs tentatives, finalement, Styles s'impose sur un Calf Crusher, ce qui est assez rare, hein, parce que oui, il avait déjà gagné quelques matchs, hein, mais plus lorsqu'il est arrivé à la WWE, hein, les premiers mois, mais ça faisait quand même un bon moment que Styles n'avait pas gagné un match avec le Calf Crusher, et donc il s'impose, donc ce qui est logique, bien entendu. Je vous l'avais dit, hein, l'Inde ça ne fonctionne pas, il fallait arrêter avec ça. Mahal n'a pas démérité, hein, en tout cas, mais ça serait mieux, je pense, qu'il retombe dans la mid-card. Ce sera vraiment une très belle addition, avec de très belles feuds à venir, peut-être face à Ty Dillinger, face à Bobby Roode, notamment. Ça pourrait faire des feuds sympathiques dans la mid-card, et moi j'espère qu'ils vont plutôt se diriger vers ça. Quant à Styles, on verra bien ce que ça va donner, hein. Par la suite, quel sera son futur rival. En ce qui concerne la notation du match, eh bien, je pense que c'est quand même c'est étonnant, parce que ça c'est vraiment le truc que j'aurais vraiment pas donné, mais je pense que c'est le meilleur match de la soirée. Je vais lui donner quand même la note de 6,5 sur 10. 6,5 sur 10, grâce au très bon travail de Mahal, et Styles, certes, en dessous de ce qu'il nous habitue à faire, mais qui a quand même joué les sparring partners à merveille, si on peut dire, pour ne pas décrédibiliser G-Normal, et que du coup il est vraiment de quelqu'un en face de lui qui peut lui rendre l'appareil. Donc on a eu, je trouvais une bonne alchimie entre les deux, et vraiment un match, on va dire, plutôt agréable à voir, plutôt correct, qui n'est pas foufou bien sûr, c'est pas digne d'un main event, hein, quand même, je vais pas rajouter non plus, mais c'était très correct. Donc je pense que ça mérite d'être le meilleur match de la soirée, même si ça peut être étonnant comme ça de dire ça, mais je pense que ça les vaut. Voilà donc ce qu'on pouvait dire au sujet de Clash of Champions. Le bilan, c'est quand même un pay-per-view quand même très moyen, hein, au final.
puisque comme je viens de vous le dire, le meilleur match, c'est ce qui est étonnant, c'est le main event, alors, mais vraiment de très peu. Hein. J'ai pas d'habitude les précédents pay-per-view, on a toujours un ou deux matchs qui ressortent du lot, qui volent le show. Là, franchement, je peux pas vraiment dire qu'il y a un match qui a volé le show. C'est pas le cas. Donc pour moi, le main event est un petit peu au-dessus des autres, mais c'est pas le show stealer. Faut pas exagérer non plus. Le reste, c'était vraiment très moyen. Des bouillies, et surtout de la bouillie, c'est un peu le maître mot du pay-per-view, la bouillie, parce qu'il y a quasiment tous les matchs, hein, par le kick-off, tous les matchs impliquaient plusieurs personnes en même temps. Donc forcément, ça a été très laborieux, et pas très agréable à l'œil, on va dire. Le Kevin Owens et Sami Zayn contre Orton et Nakamura, ça a été la bouillie avec les deux arbitres. Le match féminin, à cause aussi des Lumberjills. Pareil en ce qui concerne le four-way par équipe, hein, avec ces 8 hommes, et sans compter Xavier Woods à l'extérieur, ça faisait aussi un peu trop bordélique. Le freeway, ça c'est spécifique au freeway, hein, donc il pouvait aussi y avoir un petit peu des moments un petit peu confus. Donc ça faisait quand même beaucoup d'éléments dans ce pay-per-view où on avait de la confusion du fait du grand nombre d'hommes ou de femmes présents en même temps. Et ça, je trouve que c'était un peu trop. Il y en a eu un peu trop dans ce pay-per-view, et ça, pour moi, ça abaisse le niveau du pay-per-view et la note finale. Donc pour moi, c'est un pay-per-view que je vais noter. Allez, entre 5,5 et 6, on va donner 5,75. 5,75, ça sera pour moi l'un des moins bons pay-per-view de l'année. Voilà, on clôt pas l'année sur une très bonne note, il faut le dire. Maintenant, il faut voir ce que ça va donner l'après pay-per-view. Donc ce soir à SmackDown, avec l'attitude de Daniel Bryan, hein, est-ce qu'il va confirmer son heel turn? Il semblerait, hein. On a vu aussi en coulisses à Talking Smack, hein, bien sûr, la célébration avec du champagne qui a coulé à flot, hein, du côté d'Owens et de Sami Zayn, que notamment Owens qui disait voilà, le Yep Movement, je savais que Daniel Bryan allait nous aider, ou allait nous permettre de s'imposer. Voilà, donc je pense qu'ils vont capitaliser sur sur le Yep Movement et sur Daniel Bryan. Voilà, même si j'aurais plutôt vu Shane tourner, mais ça aurait pu avoir du sens aussi du côté de Bryan. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pas de cache de Carmella, ça c'était prévisible, hein, avec toutes les filles autour, je le voyais mal pouvoir cacher. Comme je vous le disais, il faudra attendre 2018, et cette fois-ci c'est quasiment officiel. Bon, il reste quand même 2 épisodes de SmackDown avant la fin de l'année, donc sait-on jamais, hein, peut-être, mais à mon avis je vois mal Charlotte perdre son titre maintenant en fin d'année. Faudra attendre l'année prochaine. Voilà, en tout cas, j'espère que cette review vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du pay-per-view, si vous avez été plus on va dire enthousiasmé par ce pay-per-view que moi, ce qui est pas impossible, hein. Chacun a le droit d'avoir son propre avis. En tout cas, on se retrouve très bientôt, puisque je suis en vacances pour 15 jours, donc je pense que je vais revenir très bientôt. En tout cas, passez une bonne semaine en attendant. Passez un bon pay-per-view pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Et d'ici là, bien entendu, n'oubliez jamais, vive le catch! Ciao à tous!